tiers livre, une série qui s'intitule Les numériques. J'ai commencé il y a juste déjà quelques mois sur un principe d'abord quotidien. Je m'étais dit, je reprends après le livre, paru juste il y a 10 ans, et puis je reprends chaque chapitre, et puis on regarde qu'est-ce qui, en 10 ans, a changé dans notre approche numérique. Parce que 10 ans sur l'histoire de l'Internet, c'est énorme. Et très heureux, très touché des retours que j'ai sur cette série. Alors, bien sûr, ce genre de choses, est-ce qu'on peut y mettre un point d'arrêt ? C'est pour ça que j'ai pris le temps. Il y a des questions nouvelles qui émergent. Par exemple, les NFT. Est-ce que ça faisait partie de la série ou pas ? Eh bien, ça s'appelle Les Numériques, sur ma chaîne vidéo, en playlist. Et puis, l'idée, c'est de la continuer, peut-être en fractionnant plus les questions, en se détachant un petit peu. Encore que, il y a tellement de choses là. J'avais tout mis là-dedans. 1 an de blog, de réflexion, et puis après, si tu reprends le blog et que tu essayes de le fixer. Mais ça aussi, ce sera une question. Est-ce qu'on fixe ? Est-ce qu'on laisse du mobile ? Alors, pour reprendre un mot qui n'était pas prononçable encore il y a 10 ans, mais justement, c'est peut-être ça la question. C'est-à-dire que tout ce qu'on pose, tout ce qu'on conceptualise, c'est toujours rétrospectif. C'est-à-dire, si vous vous placez il y a 10 ans, on avait déjà Facebook, on avait déjà Twitter, on avait déjà nos blogs, les commentaires, il y avait déjà Amazon, à côté des circuits de librairie traditionnels, il y avait déjà les groupements de circuits des libraires pour s'acheter les livres en ligne. Mais la question des plateformes, au contraire, c'était un outil de plus, c'était une socialité de plus. Et puis aujourd'hui, alors les amis québécois qui sont toujours un petit pas en avance de nous pour ce qui est d'inventer des mots, et à mesure que la langue québécoise, aller à Montréal, c'est fascinant, se charge de langue anglaise en inventant une 3e langue là. C'est comme s'ils avaient à honneur d'aller chaque fois inventer un mot qui s'ancre. Alors par exemple, ils parlent de balado. Nous, on dit podcast et on dit vidéo podcast. Est-ce qu'eux, ils vont dire « Ah, tu nous fais un visio balado ?» Alors leur mot, c'est la plateformisation. Et plateformisation, c'est l'ennemi numéro 1. Y compris avec pas une agressivité, mais dire tes livres en print on demand, avec qui tu les fais, comment tu les diffuses. C'est-à-dire, sous-jacent, tu prétends échapper au circuit des librairies traditionnelles, tu te prives par là des bibliothèques, des rencontres. Oui, mais est-ce que c'est se soumettre à l'ennemi ? Puis, moi, j'ai toujours plutôt pensé que si on veut comprendre l'Internet, faut être dedans. C'est-à-dire, faut être dedans. Ça veut dire on a affaire à cette espèce de prégnance écrasante avec des enjeux économiques, politiques, civilisationnels, encore plus même civilisationnels que culturels. On en est conscient. Mais si on veut se battre avec, les algorithmes, ça se pratique au jour le jour. Moi, j'ai toujours l'impression que, je veux dire, autrefois, on y est comme en position commando, avec un couteau. Je suis pas si agressif que ça, j'aime pas ces métaphores. Allez, disons qu'on y est avec une petite règle à calcul, une petite jauge. Est-ce qu'on pactise avec l'ennemi parce qu'on est présent sur les plateformes ? Alors, évidemment, facile de dire à ces mêmes amis là qui nous reprochent, elles sont où vos frontières à vous ? Oh, d'accord, on a une revue, on l'héberge, de toute façon, c'est des labos qui sont financés largement, c'est des gens qui sont salariés, oh là là, parfait, puis c'est des tâches d'enseignement, etc. Nous, je dirais, on est un petit peu saltimbanque, on y reviendra sur ces questions-là. La frontière, c'est que quand même, on propulse sur Twitter et pas sur Facebook, on ne peut pas aller se mettre la main, mais n'empêche qu'ils y sont sous pseudo quand même pour aller voir un petit peu ce que nous, on met en ligne. Bon, pas grave. Puis après, on fait des rendez-vous en direct. Ah bon ? Tu les fais sur quoi ? Sur Twitch. Ah mais Twitch, c'est pas une filiale Amazon par hasard ? Oh bon. Donc je pense qu'on est tous à peu près à égalité là-dessus. C'est pas l'incontournabilité des plateformes, c'est mesurer le risque
et se battre sur comment on récupère les données, comment on se tient, comment on restaure notre indépendance, cette part de liberté. C'est quoi la liberté? C'est la liberté de publier? Ça en fait partie. Mais c'est d'abord cette liberté de penser indépendante du lieu de publication. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on travaille sur soi-même? Où et comment on a besoin des autres pour installer ce partage de chemin vers soi-même. Et ce partage, sur quels outils, sur quelles modalités, comment on le rend précisément partageable. Et c'est là qu'arrive toute cette succession de prismes. Par exemple, l'autre jour, je ressortais ces tout petits badges là qu'avait fait Hubert Guillot. C'était un beau camp. Ça veut dire qu'une fois par an, on se réunissait dans un de ces lieux Internet. Et c'était un petit peu toutes les communautés, ceux qui travaillaient dans l'édition, ceux qui travaillaient dans la médiation, les auteurs, les diffuseurs, distributeurs. Et puis, on a fait ça 3 ans de suite, ce book camp, un mot anglais, et ça s'est éclaté précisément au moment où Facebook, comme Twitter, devenait cette espèce de modalité là incontournable pour justement la médiation du site communil jusqu'à un autre site communil. Et entre les îles, il y avait cette médiation par le réseau. Qu'est-ce qu'on a perdu, nous? Eh bien, ça veut dire que dans le temps où ces blogs étaient relativement autant d'archipels au pluriel dénombrables, il y avait plein de cartes qui traînaient, il y avait toujours la tentation de cartographier l'éclatement du net. Cartographier ce qui, par définition, est sans arrêt en déplacement, avec des surgissements, des effacements. Mais c'est important de garder à l'idée, non pas la carte du net, mais la tentation intérieure qu'on a de sans cesse cartographier, ne serait-ce que pour se repérer soi. Chacun de ces blogs, quelquefois, lançait une discussion, et dans la discussion, il y avait 20, 30, 40 commentaires. C'est-à-dire que la discussion s'installait sur le lieu même du blog. Et le mien en faisait partie. Il y a eu une double conjonction. D'une part, maintenant, je pense qu'on est plus sécurisé avec la double authentification, avec ces machins-là. Mais malgré tout, ces interfaces-là, par les commentaires, c'était toujours par là qu'entraient ces espèces de trucs de hacker où tu te trouvais dépossédé de tout accès à ton site. Tout ça. Ça m'est arrivé. La dernière fois, c'était 2013. Ça commence à s'éloigner un petit peu comme fantôme, mais bon, c'est ça une autre part de discussion. Et donc, il y avait cette réticence-là à ces outils. Et puis, toi, tu as un article qui, pour toi, est important, un article de fond. Est-ce que le commentaire est lié à l'article de fond? Alors, on avait, par exemple, des forums. Ça s'appelait les bébés forums. C'est comme ça que le mot PHP, on l'a appris. C'est-à-dire des instances qui étaient réservées uniquement à la discussion. Bizarrement, ça rejaillit. Par exemple, aujourd'hui, il y a un outil qui s'appelle Discord. Alors, est-ce que c'est une plateformisation? On peut dire, avec Discord, on a un outil qui nous permet d'organiser des débats indépendamment des mastodontes du réseau, Twitter, Facebook. Mais est-ce que c'est pour autant regagner une indépendance ou sinon refabriquer une base de données qui appartient à Discord et non pas à notre site? Et oui, là, comment reviennent encore les fantômes. Qui d'entre nous peut aujourd'hui se vanter de pouvoir inclure dans son propre espace de base de données ce qui justement représente l'extériorité? Est-ce que ce modèle d'île et d'archipel est pertinent avec le réseau qui serait la circulation au milieu? C'est déjà presque trop de frontières. Mais en tout cas, le nouveau partage petit à petit s'est installé là. Par exemple, André Markovits, tous les jours ou tous les 2 jours en ce moment, depuis ce tremblement en Ukraine, ça devient un espace de réflexion tellement central. Je pratique peu cet espace de commentaires parce que c'est justement ça fait mal. Tu vois venir tous ces immondices là de réactions là qui, il y a de la pensée.
dès que tu as de la pensée, boum, tu as du canon. Et alors quand la pensée parle des canons, je vous assure que ça retire double. N'empêche que André a choisi un modèle où tous les 2 jours il a cette chronique de fond sur Facebook, et puis une fois tous les 2 ans, ça a été chez Inculte, mais précisément ensuite, Inculte a rendu son tablier, et donc c'est lui maintenant qui décide avec sa maison d'édition qui s'appelle Mesure, magnifique travail, non pas en print on demand comme je fais, mais avec une idée de tirage de 400-500 exemplaires, une distribution dans un certain nombre de librairies. Chapeau, là encore, moi je ne pourrais pas assumer ce genre de travail, mais il se retrouve à publier lui-même, en tant qu'éditeur, ses chroniques hébergées sur Facebook. Bon, moi je choisis une autre tactique, c'est dire j'utilise Facebook comme Twitter uniquement comme propulsion de liens vers des contenus que j'héberge sur mon propre site. Et immédiatement reviennent les diffractions. Ce que j'héberge sur mon site, c'est l'espace que je loue chez OVH. Ça n'a pas de pérennité pour autant. Ce que j'installe et qui, comme ça, sera sous forme vidéo, je l'installe sur YouTube, mais aussi bien Facebook que Twitter considèrent que ce lien menant à la plateforme concurrente, donc YouTube dépendant de Google, ne valoriseront pas ce lien. Et très souvent, même si je mets juste la vignette de la vidéo et puis juste le lien extérieur, Facebook comme Twitter se garderont bien de le faire apparaître sur les gens même qui se sont abonnés à mes fonctions réseau. Bien sûr, il n'y a aucune neutralité possible de l'espace réseau, même dans ce qui semble le plus dépouillé ou le plus loin de toute politique ou de toute approche liée au contenu, qui est simplement la photo d'une miniature de vidéo, un lien vers là où on peut la partager. Et par exemple, je constate, si j'ouvre mes statistiques YouTube, que les abonnés à la chaîne, ou simplement les prescriptions Google, parce que la chaîne étant suivie, et plus progressivement elle est suivie, plus ces contenus vont intervenir algorithmiquement chez d'autres gens qui suivent ce genre de contenu, indépendamment d'ailleurs, ça peut valoir pour Lovecraft, ça peut valoir pour l'atelier d'écriture. Donc pour moi, cette chaîne devient un écosystème en tant que tel, et qui pourrait petit à petit se passer de transmettre le lien par Twitter. Globalement, il y a à peine 3% des consultations vidéo qui émanent de ça, ou même de propulser le lien via Facebook, c'est à peine 12-15%. Et donc, je pourrais me retirer de ce réseau. Ce qu'on trouve, par contre, en approfondissant là en ce moment Facebook, c'est que on a un groupe tiers livre, un groupe fermé, c'est-à-dire si vous êtes abonné, faites-le à mon Patreon, eh bien, vous pouvez participer aux ateliers, vous pouvez participer au Zoom, et là, ce groupe est réservé à nos échanges. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu publies? Qu'est-ce que tu en penses? Et là, ça fonctionne. C'est-à-dire que ce qui vient sur votre mur lié au groupe est beaucoup plus en flux permanent, visible, que ce qui vient sur l'espace public de Facebook. Simplement, eh ben, il y a 2 ans, Mark Zuckerberg, il a annoncé qu'il allait faire ça. Donc, on en bénéficie, mais on en bénéficie parce que le groupe lui-même en a décidé. Et sur Twitter, il n'y a pas l'équivalent. Il y a eu des tentatives, ça s'appelle le mastodon, de créer des espèces de sous-Twitter avec le même principe, mais liés déjà à des communautés. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, tu poses la communauté comme fermée, et donc justement, tu réinstaures en permanence les cloisons. Alors dans ce mot « plateformisation », là j'ai mis précisément le négatif, c'est-à-dire ce qui fait de nous des petits jouets de chaque plateforme, et que être le jouet de ces plateformes
En plus, c'est le discours de la servitude volontaire de la Boétie, tu leur amènes tes contenus, là, sur tes 2 mains, je lui dis, prenez, regardez comme c'est beau, et valorisez-le si vous pouvez. Mais eux, ils s'en moquent bien dans leur processus de valorisation. D'où cette réflexion en permanente contraire, c'est de dire, je maintiens mes contenus sur mon site, oui, mais lorsqu'il s'agit de vidéos, est-ce que je peux les maintenir sur mon site? Non, alors il y a des degrés différents de plateformisation. Par exemple, une plateforme Vimeo qui est très utilisée dans le cinéma professionnel parce que les questions de confidentialité, de partage sont beaucoup plus progressives que sur YouTube avec le mode non répertorié, le mode privé. Petit à petit, ils sont aussi en train d'installer des systèmes d'accès par abonnement, mais c'est encore très, très limité. Vimeo a un taux de compression ou bien moindre, c'est-à-dire que les vidéos sont visibles en meilleure qualité, mais elles supposent d'avoir une bonne connexion, un bon appareil, tandis que le principe de YouTube, c'est que le mode de compression sera toujours dépendant de la qualité de votre connexion et du support sur lequel vous regardez, entendez cette vidéo. Et donc ce qui reste un avantage de YouTube, pour l'instant, pour nous, c'est cette variabilité dans l'accès, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui définit lui-même les modalités de son accès et comment il va regarder, y compris dans la qualité, donc, dans les mémorisations, ce qu'il regarde de notre chaîne, et d'autre part, les fonctions de réseau social, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est un like? Ça veut dire « Oh, c'est bien ce que tu as fait ». Non, c'est encore et toujours le répéter. Le like, c'est dire « Je m'inscris comme spectateur de ce que tu propulses ». Un like sur Facebook, c'est pas dire à celui qui vient d'installer son contenu, puis ils ont mis un petit cœur, j'adore. Hein, non, bon, ça veut dire je suis touché, je reconnais. Alors moi, maintenant, c'est un petit peu le système, mais c'est pas dire à l'autre c'est bien ce que tu fais. C'est dire à Facebook ce qui a été fait là, ça m'intéresse que ça apparaisse régulièrement sur mon mur. Donc le like, c'est une production d'appel à contenu, d'appel à visibilité de contenu. Est-ce que n'ont pas compris, par exemple, combien de copains auteurs, j'allais dire du monde d'avant, pas tout à fait, mais qui disent « Oh là là, 3 semaines avant qu'un livre paraît, on s'y recolle un petit peu à Facebook, et puis on dit qu'il y a ça qui arrive, et puis tel événement, puis après, quand le livre est paru, au revoir, je m'en repars dans les contrées de l'écriture. » Alors la plateformisation, c'est ce qu'on développera aussi là, puisque je vais prendre une par une ces questions. Est-ce que mon travail a de la valeur? C'est-à-dire, comment je peux organiser? C'est pas seulement l'achat de matériel. On peut toujours se dire, bon, je peux travailler juste avec un téléphone, ça suffit. Maintenant, si je mets un téléphone avec un petit micro externe, eh ben, ça sera quand même mieux. Et il faudra bien que je mette 50 balles pour m'acheter le petit Rode compatible téléphone, ordinateur. Oh là là, ça fait merveilleux, le matériel. Mais si vous voulez encore plus, et puis avoir une image du genre de celle-ci, eh ben, c'est pas la question du matériel, parce que ça, on se débrouillera toujours à se le financer. Et le truc du web, c'est que on suit tous et toutes des chaînes qui sont faites avec quasi rien, et c'est ce que tu mets dedans, c'est ta vision qui compte. Donc c'est moins la question du matériel que d'une question d'une symbolique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui crée la symbolique du livre traditionnel? J'en prends, tiens, prenons un petit Toussaint qui paraît, c'est évidemment sa disponibilité dans, non pas la publication, mais sa disponibilité dans un circuit particulier de diffusion. Vous savez que les librairies en France sont qualifiées de première catégorie, deuxième catégorie, puis après il y a le moment où ça débarque dans les supermarchés. Donc il y a une hiérarchisation là de ces points de diffusion, mais précisément chacun est associé à une symbolique
particulière de ce qui est diffusé, ou plus du tout de symbolique, sinon celle de la vente, quand c'est dans les supermarchés, selon qu'il s'expose sur un présentoir vertical, ou simplement horizontal, ou en pile faisant appel à dire la pile va diminuer, donc je suis censé en vendre une pile, etc. etc. Et ça c'est appuyé dans le système traditionnel, non pas par un article de fond, comme le feuilleton du Monde, ou ces suppléments littéraires, mais ce que vous disent tous, non, finalement, c'est plutôt la quantité de petits appels ou de signalements du livre qui vont se faire dans les magazines, les trucs plus ou moins culturels, les hebdomadaires, et que finalement, si on installe ce bruit, alors une valeur symbolique sera créée par la multiplication. Enfin, c'est pas pour débiner ce système, c'est dire que sa maladie ne nous appartient plus. Par contre, quand on installe nos contenus dans nos espaces numériques, cette constitution d'une valeur symbolique, elle n'existe plus, sinon par une loi du partage par le grand nombre, alors que, est-ce que la littérature contemporaine est partageable par le grand nombre? A priori, oui. L'histoire de la littérature en son meilleur est faite de ces exceptions qui rendent tout d'un coup, qui prennent un livre, indépendamment de son côté formel. Mais rappelez-vous Claude Simon, quand il a eu le prix Nobel, le Figaro qui titrait « Comment ose-t-on donner le prix Nobel à un auteur qui vend à 12 000 exemplaires ?» La question de la plateformisation, pour moi, elle a ce fond qui est là. C'est-à-dire, quand j'utilise Patreon, c'est-à-dire des gradations de communauté. C'est-à-dire, là, je parle, c'est dans l'espace public du site. Mais des vidéos peuvent être réservées à des gens qui s'impliquent plus dans ces questions-là de lecture, qui sont des espaces de rencontre, des espaces de discussion. Eh bien, ces contenus deviennent ceux qui sont confiés à la plateforme extérieure, en l'occurrence Patreon. Ce qui fait que là où avant on avait un blog, et puis une partie, j'allais dire, fixe du site, avec des ressources de fond, et puis des blogs qui pouvaient se compléter. Par exemple, sur mon site, je pouvais avoir un journal image, c'est une base de données, parce qu'auparavant il était extérieur, et puis je l'ai intégré, ou l'espace, par exemple, de publication collective, là où justement on creuse des problématiques en tant que communauté et non plus en tant qu'individu. C'est pour moi l'espace atelier d'écriture du site. Alors là, on est sur une plateforme WordPress indépendante de la plateforme Spip, presque vestige, mais qui tient le coup de mon site, parce qu'il y a plus de fonctions de partage, d'inscription de comptes indépendants, etc. Mais la base de données du WordPress reste intégrée sur mon propre serveur. Par contre, les vidéos, oui, je les garde. Je les archive dans une série de jolis petits boîtiers aluminium qui sont autant de disques durs à 4 téraoctets, qui sont la version telle que je la monte ici depuis l'appareil via mon Final Cut. Autre question de dépendance à des plateformes, Adobe ou Apple, et puis avant que je les exporte sur YouTube, puisque YouTube, justement, intégrera une compression d'un facteur 10 au moins, si je la retélécharge depuis YouTube. Une vidéo de 3 gigas ne pèsera plus que 500 ou 600 mégaoctets. Je parle d'une vidéo d'1 heure à peu près, donc je garde la bonne qualité, tandis que tous ces documents bruts, les rushs, etc., je les efface. Donc tout n'est pas confié à la plateforme. Mais l'accès et le partage, eux, appartiennent à une plateforme qui est l'apanage de Google avec toutes ses limites. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, comment ils archivent dans des anciennes plateformes pétrolières,
parce que simplement les silos de données seront refroidis par l'océan. Bah ouais, mais en tant qu'écosystème, tu participes au réchauffement océanique d'un micronième. Mais tout de suite, c'est une question qui embraye sur l'écologique et le politique. De même qu'il y a quelques mois, YouTube informe que une chaîne qui n'est plus entretenue et qui n'est plus consultée, elle s'autorise le droit de l'effacer. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pas question pour moi d'aller donner des réponses tranchées. C'est simplement parce que on est encore dans quelque chose de mouvant, quelque chose qui change de configuration conceptuelle dans l'approche, dans l'usage, à mesure qu'on se déplace dans nos usages. Par exemple, l'effet générationnel ou une sorte de fixation générationnelle de Facebook, tandis que des usages générationnellement différents, par exemple les séries sur Instagram, on voit bien de plus en plus, non pas des clivages, mais une stratification de ce paysage, et la stratification en elle-même change. Ou le fait que dans Twitter, ce qui est discussion, trend, bavardage soit mis au premier plan. Je dis bavardage sans aucune intention de réduire, soit mis au premier plan, alors que quand on transmet, comme je le fais uniquement, des liens vers des contenus extérieurs, rien qu'on puisse trancher là, sinon cette question-là, de premier fond. Je vais prendre l'exemple de Karl Lagrange, la-grange.net. Karl a un ordinateur chez lui et le serveur est directement lié à son ordi, ce petit boîtier matériel ou un petit ordinateur dédié qui est lié à sa prise téléphonique. C'est-à-dire, il est propriétaire de son serveur, il n'y a rien qui se disperse sur les réseaux, et c'est à vous de savoir, une fois par semaine, il y a un flux RSS. Mais moi, je ne me sers plus des flux RSS. Encore une autre question, c'est-à-dire les outils qui permettent de lutter contre la plateformisation existent. Est-ce qu'on s'en sert ? Moi, je ne m'en sers pas. Donc la question, c'est l'usage. Est-ce qu'on s'incline devant l'usage, ou comment on se bat pour dire, pour la liberté de mes contenus, je souhaite là que l'usage, ce soit moi qui le détermine, par exemple, par la négative, en disant « je ne diffuse pas mon travail sur le réseau ». Mais si chaque dimanche ou un dimanche sur deux, il vous vient dans l'idée de dire « tiens, il a fait quoi, Karl ?» ou « il a fait quoi, Éric Chevillard ?» Ce matin, c'était formidable ce qu'a fait Éric Chevillard. Il n'y a pas de réseau. Est-ce qu'on fait le choix de ça pour soi-même ? Est-ce que justement, on ne monte pas la force symbolique de ce qu'on installe sur son propre espace de contenu, son île Internet, dans l'archipel Internet, avec tous les signaux possibles qu'on peut faire d'une petite île à une autre, petite île dans nos archipels, les intersections de ces archipels, en disant, non, finalement, est-ce que ça vaut le coup que je propulse la petite image et le petit lien sur Facebook et sur Twitter, puisque globalement, eux-mêmes, d'emblée, automatiquement, vont faire barrage. Voilà. Dans cette chronique-là, les numériques, je voudrais juste multiplier comme ça les incidences presque de vocabulaire. Et on verra bien où ça nous emmène.